Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Hamza Aboulfath dans notre Digital Room. Tous nos fournisseurs, on les paye. On n'a rien reporté, ni CNSS, rien. Parce que dès que ceux qui vont choisir de tout reporter, tu reportes pour une date ultérieure. C'est-à-dire que la date ultérieure, tout va tomber sur toi. Et du coup, tu ne règles pas forcément le problème, tu ne fais que l'aggraver quelque part. Fondateur et PDG de Genius Communication et de Food on Demand, nous allons parler avec Hamza de leadership, de management en temps de crise et de bonheur entre autres. Vous écoutez Digital Room, épisode 6. في المغرب في 2017 مثلا على انه بداو ما سميناه بالكريب تمويل. Le Maroc et notre jeunesse regorge de compétences dans le domaine digital. الاستراتيجية الحالية تضع آفاق تمكين بلادنا من ربح رهان الولوج إلى عصر الثورة الرقمية. مرحبا بكم في Digital Room, le podcast marocain qui décrypte l'actualité du web marocain et du digital. Je suis Anas Saoudi et cette semaine on est encore trois autour du micro puisque je suis avec Marwan Krali. Marwan, bonjour. Hello. Comment ça va? Ça se passe bien, Khoya. Et toi? Confinement bien, le moral et tout? Toujours enfermé chez moi. Bah, c'est bien parce que c'est un peu la thématique de la semaine hadi. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir dans notre Digital Room Si Hamza Aboulfath. Si Hamza, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, tu es confiné de quel côté du Maroc? Marrakech. Super. Marrakech, ok. Bah, j'imagine tu es au soleil, donc c'est plutôt bien. Ouais, écoute, soleil avec des orages par ici et par là, donc ouais, mais c'est cool. Là, tout de suite, c'est vraiment soleil. Génial. Belle journée, belle semaine en perspective. Déconfinement la semaine d'après, donc tout va revenir comme avant. Génial. Ah bah, quand j'entends autant d'optimisme, voilà, dans tes mots, je comprends pourquoi tu as choisi la thématique du happiness, du bonheur quand Marwan t'a demandé quel thème tu veux aborder. Donc déjà, avant de commencer, j'aimerais donc rappeler qui est Hamza Aboulfath. Donc tu es fondateur et directeur général de Genius Communication, premier registraire marocain accrédité par l'ICANN, je rappelle. Et tu es également fondateur de Food on Demand, un service spécialisé dans la livraison de repas à domicile. Donc en gros, tu es un chef d'entreprise aguerri et c'est justement toute cette expérience-là qui nous intéresse aujourd'hui. Donc déjà, avant de commencer, j'aimerais juste poser une question toute simple et peut-être toute naïve. Pourquoi avoir choisi la thématique du bonheur pour cet épisode? Je pensais pas que ça allait être pris au sérieux, mais ouais, si tu dis ça comme ça. Ah non, mais c'est très, non, mais tu sais, le bonheur, c'est quelque chose de très sérieux. Le bonheur, c'est très sérieux. Non, mais oui, mais en fait, pourquoi le bonheur? Parce que, ce qui est en train de se passer est quelque part inédit et, ça permet aussi d'avoir un peu de recul et d'essayer de s'identifier par rapport à ce qui est en train de se passer au fait, parce qu'au fait moi personnellement jamais j'ai cru que cela arriverait un jour, jamais. C'était vraiment inconcevable, ok. Et des fois, tu sais, quand je parle de bonheur, des fois le bonheur pour quelques-uns, j'ai parlé l'autre jour avec un pote, il me dit, tu sais, j'ai une seule envie, c'est d'aller me poser dans un café et fumer ma cigarette. Pour lui, c'est ça le bonheur. Donc là, avec le geste tout je sais pas comment dire ça, c'est un geste qui est quand même assez simple et assez simple, naturel. Ouais. Il devient quelque part aujourd'hui qui pourrait te coûter 1 an de prison. C'est ça. Exactement. Et on a envie de mettre ça dans cette perspective-là. Ma question, j'aimerais aussi la prolonger parce que voilà, comme on vient de le rappeler, tu es donc chef d'entreprise, tu es CEO. Et donc moi ma question, est-ce que aujourd'hui un CEO fait le temps de crise sanitaire et tout, ou est-ce qu'il est forcément un CHO? Est-ce qu'il est forcément un Chief Happiness Officer, c'est-à-dire entendre le manager du bonheur ou le monsieur bonheur, enfin c'est une fonction d'ailleurs qui existe pas mal de startups depuis longtemps.
Mais est-ce que aujourd'hui ça prend du sens pour garder le lien et surtout booster la performance individuelle et collective des équipes? Alors moi, pour être honnête, tout à l'heure tu as dit que j'étais optimiste. Par définition, j'étais optimiste. Les 4-5 dernières interventions que j'ai faites il y a ces 30 derniers jours, j'ai été très très pessimiste parce que il y a du pessimisme, malheureusement. Il y a du pessimisme. Ça va au-delà de ma bonne volonté, ça va au-delà de comment moi je vois les choses, ça va au-delà de ma personne et de mon entourage. C'est quelque chose qui touche tout un pays, tout un monde. OK? Et du coup, moi, quand je vais parler de positivité, etc., l'autre à côté, on n'a pas le même mindset, on ne vit pas la même chose. Moi, je suis à Marrakech, j'ai le soleil en face de moi, c'est cool, c'est très bien. Quelqu'un d'autre, il n'a pas ce luxe. C'est un luxe, ça, et c'est là où c'est là où justement surgit mon pessimisme. Tu vois, c'est parce que je pense vraiment à... Oui, mais est-ce que tu penses pas en fait, au contraire, c'est une formidable opportunité pour les entreprises et pour les C-level clairement, pour justement asseoir une sorte de leadership positif. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les salariés aujourd'hui sont désorientés, il faut les accompagner, que certains ils sont touchés de près par l'histoire de coronavirus, soit ils ont été eux-mêmes en fait infectés ou la contaminés, ou là ils connaissent des gens leur entourage et du coup genre ça plombe le moral. Mais est-ce que tu penses pas que Blex c'est l'occasion pour que la communication interne et avec les salariés en fait devient quelque chose de vital? Ouais, non, en fait. Parce que c'est pas du cinéma non plus, en fait. Comme tu dis, c'est quelque chose que l'entreprise, c'est une culture d'entreprise. Une culture d'entreprise, c'est des années et des années à bâtir, en fait. C'est pas quelque chose que tu vas faire avec un claquement de doigts du jour au lendemain, ou c'est une grosse épidémie, on va essayer de tout positiver. Ça ne marche malheureusement pas comme ça. Plus généralement, juste pour que j'explicite un peu mon propos, c'est que par exemple, on a vu quand même des entreprises, puisque tout le monde est passé très bien, on va dire, pour les métiers qui peuvent faire ça, passer en mode télétravail, on a vu quand même quelques bonnes pratiques qui ont été mises en place. Je vais prendre peut-être les exemples un peu européens, mais on a vu les apéros du jeudi qui deviennent des apéros virtuels. On a vu des channels de gaming par entreprise qui se sont mises en place. On a vu également un accompagnement et suivi quotidien. Je sais très bien que peut-être ce que je dis ne trouve pas du sens auprès de petites structures de TPE ou de PME. On va dire de la culture dont tu as très bien parlé de cet aspect là, mais est-ce que tu trouves pas justement que c'est l'occasion pour commencer à réfléchir sur des dispositifs pareils? Alors moi je reste quand même persuadé que c'est une culture d'entreprise. Les gens qui ont mis aujourd'hui le e-apéro ou des channels de gaming, etc. Encore une fois, c'est une culture d'entreprise. Il y a déjà le framework qui permet justement ce genre d'initiative. Parce qu'en fait, les gens, comme j'ai dit encore une fois, c'est pas du jour au lendemain que tu vas changer vraiment la façon avec laquelle tout le business fonctionne ou toute une entreprise fonctionne. Juste pour ne pas s'attarder sur ce point-là, moi j'ai le work from home, c'est le remote work, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Voilà. Effectivement, et malheureusement, c'était pas possible pour l'ensemble du personnel parce que il y a du monde, je sais pas, un réceptionniste, c'est un réceptionniste, quelqu'un qui va accueillir les clients, c'est quelqu'un qui va accueillir les clients, qui va encaisser les clients, il peut pas le faire à distance. Aujourd'hui, on a été contraint de faire ça. On a été obligé de pousser les gens à aller travailler de chez eux. On a notifié nos clients comme quoi dorénavant on ne pourrait plus accepter le paiement en espèces et par chèque, et les seuls moyens de paiement aujourd'hui disponibles sont les virements bancaires et les paiements par carte de crédit. Il fallait du temps pour que les gens puissent s'adapter, donc des deux côtés. Nous on a été la toute première entreprise
marocaine a annoncé le remote work et ça a été fait le 12 mars 2020. Le 12 mars 2020, je peux vous dire que ça a été, c'est une décision qui a été prise 2 minutes après avoir écouté le discours de Macron. Entre nous, mais là tout le monde va écouter le truc. Entre nous, je savais qu'on allait on sera contraint de fermer tous ensemble. Je le savais. Et donc du coup, au lieu d'être contraint ou d'être forcé à faire quelque chose, il n'y a pas mieux que de prendre cette initiative et de prendre les choses et de faire les choses dans les règles de l'art. Parce que nous encore, faut dire, bon, on a été accrédité, je sais pas si c'est appelé ça comme ça, on a été certifié ISO 27001 janvier, donc 3 mois plus tôt. Donc du coup, les PCA nécessaires, etc., tout a été mis en place. Ça, on a bien avant le coronavirus, on avait des plans de continuité d'activité qui listaient ce qu'on est en train de faire actuellement. Je sais pas, et du coup, on a mis 2 ans justement pour préparer cette certification-là. Aujourd'hui, c'est fait. Et on a mis en exergue justement tout ce qu'on a quelque part rédigé ou imaginé, les worst case scenarios, etc. Et une des choses qu'on n'avait pas, tout le monde n'avait pas un PC portable, parce que il y a des gens qui travaillent avec des PC de bureau, que ce soit les designers, que ce soit les on n'avait pas des téléphonies. Donc du coup, on a fait une seule chose le vendredi. Donc le 12 c'était jeudi, le 13 il fallait s'assurer que tout fonctionnerait à distance. On a permis aux gens de récupérer du matériel du bureau, donc les PC de bureau, les téléphonie IP, etc. Heureusement, notre téléphonie, c'est de la téléphonie IP. Tout à l'heure, le téléphone qui a sonné, c'est le numéro du bureau qui est dispatché, qui sonne du coup chez tous les collaborateurs dans la même file. Et du coup, celui qui est là, j'ai vu comme quoi l'appel, il a été pris par quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que voilà, nous, même pour les clients, il n'y a pas finalement grand-chose qui a changé. Il fallait juste s'assurer que le client est bien servi là où il est, là où nous sommes. Donc, c'est peut-être parce que vous avez déjà une certaine maturité, on va dire digitale, si on peut appeler ça comme ça, et aussi peut-être une culture d'entreprise. Parce que tu as devancé en fait le 13 mars, je pense même des entreprises en France, peut-être ils ont attendu le 14 pour passer en remote. Toi, tu me disais, dès le 13, il y avait déjà de la réflexion, alors que moi, j'ai vu également des exemples au Maghreb, des entreprises, 1 semaine, 2 semaines plus tard, ils sont en train de s'organiser parce que voilà, ils avaient jamais prévu qu'un jour ils allaient devoir passer en remote. Exact. Nous aujourd'hui, notre siège social, au-delà que ça soit Asif B numéro 290, c'est avant tout on the cloud. Du moment que il y a une connexion Internet, on arrive à travailler. C'est comme ça que moi j'ai démarré il y a 17 ans. J'avais pas de bureau, j'avais juste une connexion Internet et j'avais un PC qui me permettait j'étais sous PC avant. Ok. mais oui, donc on évolue dans la vie. Alors moi c'est vrai, et ça je le remarque par exemple lorsque je visite Facebook ou n'importe quel réseau social et je regarde des amis entrepreneurs et même des parmi ces entrepreneurs il y a des clients. Alors je trouve des entrepreneurs qui sont inquiets, d'autres ils sont stimulés par la période actuelle. Donc quand je pose cette question, je dis est-ce que c'est facile de maintenir un business mindset durant le coronavirus? Il le faut. Parce qu'en fait, moi je te dis une chose. Qui sème le vent récolte la tempête. Ok. Qui sème autre chose, il va peut-être récolter de meilleures choses. On est d'accord. Moi, en fait, dans ma vie d'entrepreneur, je chôme à 90% du temps. Ok. Quand je dis je chôme, ça veut dire que je ne travaille pas. Ok. Mais par contre, les 10% où je travaille, c'est ce que là je suis en train de faire. Ok. C'est la période où il faut justement
travailler pour pouvoir cultiver quelque chose de meilleur le lendemain. Je m'explique. On est, il faut travailler, il faut des fois persévérer, il faut accomplir des exploits en peu de temps pour que après tu profites, tu vois. Parce que moi, je peux te dire que récemment je pars tout le temps au bureau, etc. Mais voilà, est-ce que je suis en train de travailler? Non, pas forcément. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter, je suis en train d'écouter de la musique, etc. Parce que mon travail, je l'ai déjà fait quelque part, tu vois. Et du coup, je récolte le fruit de ce travail-là. D'accord. Ok. Maintenant, je suis en mode travail. Maintenant, je suis en mode putain, je dois réagir tout de suite pour pouvoir continuer et pouvoir espérer chômer demain. Quand je dis chômer, positivement. Chômer, avoir le luxe de chômer, avoir le luxe de ne rien faire. Donc pour moi, un entrepreneur, c'est c'est facile d'encaisser. Alors un entrepreneur, il a deux choses. Donc il a son salaire bien sûr qui est supposé être le salaire le mieux rémunéré dans une entreprise. Peu importe l'industrie, c'est la réalité des choses. Pourquoi? Parce que c'est quelque part son paiement pour le travail qu'il a fait. Est-ce qu'il le fait tout de suite? Non, il l'a fait bien avant. C'est une sorte appelons ça des royalties, en fait. OK? Et c'est le cas aussi c'est le cas aussi des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? C'est que tu travailles pendant toute une année pour que, où tu travailles 10% du temps, bien sûr, pour que, à la fin de l'année, tu récoltes justement des dividendes. Et justement, ces dividendes-là, c'est ce qui est supposé être ta paye. C'est comme ça que tu es payé autant qu'entrepreneur. OK? Aujourd'hui, on est dans la phase crise. Phase crise, tu ne peux pas rester les bras croisés parce que si tu restes les bras croisés autant qu'entrepreneur, bah il y aura pas d'entreprise en fait à gérer demain en fait. Pourquoi? Parce que pour moi, ceux qui attendent la crise, l'après-crise pour faire des actions, c'est faux. Il faut faire quelque chose tout de suite qui te permet de le faire dans ce contexte-là pour que tu puisses ressortir ou tu puisses en ressortir plus fort. Et pour moi, elle est là justement toute la nuance et toute toute la chose. À mon sens, oui, l'heure est grave. Oui, c'est pas du tout amusant ce qui est en train de se passer. Oui, il faut qu'on puisse résister. Alors deux choses, il faut résister parce que souvent une entreprise, un entrepreneur aujourd'hui, finalement c'est lui. Il ne pense pas qu'à sa gueule, il pense à toute son entreprise. Ok. Moi aujourd'hui, je gère deux entreprises avec 60 personnes qui travaillent entre les deux entreprises. Ok. Moi, quand je réfléchis, je réfléchis pas à Hamza Aboulfed, parce que Hamza Aboulfed, là tout de suite, pas de business pendant 2 ans, 3 ans, je peux vous dire que je ne mourrai pas de faim. Alhamdoulilah. Ok. C'est pas le cas de tout le monde. Je pense justement à ces 60 personnes et c'est mon devoir de faire quelque chose aujourd'hui pour pouvoir en ressortir plus fort et pouvoir minimiser au maximum l'impact de cette pandémie qui touche malheureusement tout le monde. C'est la première crise qui touche les pauvres et les moins pauvres, et les riches et les moins riches, et les plus riches, et voilà, tout le monde. Personne n'est à l'abri de ça, quoi. Oui, c'est clair. Donc l'action, c'est le seul remède. Exact. Réfléchir à comment on pourra s'en sortir. Voilà. C'est vrai, on a vu quelques commentaires comme quoi, genre, on attend que jamais le déconfinement y on attend que ça, alors que il n'y a rien de plus démoralisant qu'attendre un train qui n'arrive, je sais pas, peut-être jamais, mais ça c'est juste une façon pour définir. C'est sûr que s'il arrive genre un jour avant que ça soit après que ça soit trop tard, ça sera trop tard. Ok. On est là, hein. Il faut vraiment que ce déconfinement-là ne soit pas une sorte de mirage.
parce que c'est ce qui est en train de se passer. Exactement. Ok. C'est un mirage. Les plus on y approche, plus on s'éloigne. Là, ça a été reporté d'un mois. Oui, jusqu'au 20. Maintenant, la question qu'il faut se poser, moi, je savais que ça allait être. Il y avait zéro chance pour que le déconfinement soit fait. Zéro chance. Il faut juste être logique. Pourtant, dans l'esprit de beaucoup, en fait, il y avait qui étaient presque sûrs que c'est bon, ça allait. Mais c'est des malades mentaux. Mais il faut arrêter. Dites-vous que le Maroc a pris des mesures incroyables. Quand je dis incroyable, c'est incroyable. C'est vrai. Quand il y avait 10 cas, bordel, 10 cas, on les comptait sur les bouts des doigts. On connaissait comment ils s'appelaient, un certain nombre de choses. Ok? Et aujourd'hui, où on est pratiquement à 3000 cas, on va dire, ouais, bon, écoutez les gars, on va tout relancer comme si rien n'était. Non, mais c'est pas possible. Il y a juste les mindsets aujourd'hui dans le Maghreb. Ils se sont tout de suite ils ont travaillé, ils ont réfléchi sur comment on va travailler pendant le confinement parce que ça va durer. Ou les autres qui disent non, on attend le retour à la normale et pendant ce temps-là, on va gérer parce que de toute manière, ça va pas être très lent. Ou finalement, en fait, ils se trompent carrément parce que Kim Megel, d'abord, on est parti sur 2 mois ou voire peut-être plus, on n'en sait rien. Exact. Et ce que dis-toi encore une fois, ça va être parce qu'ils peuvent pas annoncer aujourd'hui 3 mois, tu vois. Je suis là. C'est vrai. Voilà, donc là ça va être 1 mois supplémentaire. Est-ce que c'est 2 mois? Non, c'est 1 mois supplémentaire. C'est exactement ça. Pas pareil. Ils auraient pas pu dire du premier jour, ouais écoutez, ça va être 2 mois de confinement, parce que là les gens ils vont péter un plan. Parce que le fait de savoir que ça allait durer d'1 moit direct, voilà. Et d'ailleurs, on avait l'espoir justement que Adam et moi personnellement, j'étais persuadé que c'était juste. D'ailleurs, j'avais fait un poll sur Twitter et la question c'était, à votre avis, l'annonce du report du confinement, ça allait se faire aujourd'hui à la fin du poll ou là la veille comme d'habitude. Et finalement, c'était la veille comme d'habitude, parce que nous, experts on va annoncer des mesures comme ça, on va annoncer que l'heure elle ne va plus changer, on va annoncer un certain nombre de choses. Donc du coup, quand tu as justement de la lecture à dire comment les choses évoluent, on sait que ça allait prendre avec avec le 1 mois supplémentaire. Maintenant, la question qui se pose vraiment, est-ce que on commencera à déconfiner progressivement dans 1 mois? Moi, je ne suis pas expert de la matière, comme tu peux imaginer. Moi, je reste un entrepreneur dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec la pandémie, etc. Par contre, ce matin, j'ai écouté pendant 1 heure un live avec le docteur Bobo et un épidémiologiste, si on peut appeler ça comme ça, qui est aux États-Unis. Donc c'est un certain Youssef. Je pourrais vous envoyer le lien après. Oui, bien sûr. Et c'était 1 heure justement entre 2 experts, enfin entre un médecin et un expert de la chose. Et du coup, et j'ai mis 55 minutes ce matin. Je me suis réveillé à 7h30 du matin. Le premier truc que j'ai écouté, c'était ça, de 7h30 jusqu'à 8h30, qui parlait justement de ce qui est en train de se passer, des différents scénarios auxquels on pourrait adhérer. Mais en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de formule magique. Tout dépendra. Le seul truc aujourd'hui qui fonctionne et qui a prouvé que ça fonctionne, c'était le social distancing. Uniquement ça. Ouais. Uniquement ça. Donc ça veut dire que si on arrive il suffit juste qu'il y ait un seul cas dans la nature, qui pourrait nous renvoyer à la même situation qu'aujourd'hui. Ok. Donc là, et c'est ce qui est important de noter. Parce que le même point, c'est ce qui va ajouter un grand facteur de risque et un grand facteur de risque, on va appeler ça vraiment risque avec grand R de l'économie. Parce qu'en fait, quand on parle d'économie, et ça j'en sais quelque chose par rapport par exemple au crédit bancaire,
oui, le taux directeur, il a baissé, mais par contre, ce qui va augmenter, parce qu'en fait, ce qui va constituer justement avec le taux du crédit, c'est le R, le facteur de risque. Ouais. Et avec le facteur de risque, it's gonna go to the roof. Comme on dit, et avec le taux de risque, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, le taux de crédit, il ne va plus être de 4,5, de 5, mais il va être de 6, de 7, de 8, de 10, parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui risque de se passer demain. Absolument. Et après-demain. C'est du jamais vu pour n'importe qui. En tout cas, fait de la période, fait de la nouvelle génération, ou la génération de la 50 ans, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et du coup, tout va s'adapter par rapport à ça. Donc, on verra encore du monde à l'extérieur avec des masques. On verra. Ça va être une nouvelle façon de vivre. Est-ce qu'on a envie vraiment de vivre ça pendant longtemps? La réponse est non, clairement. Mais, do we have a choice? C'est ça. Parce que, voilà, tu as noté le social distancing et peut-être, voilà, c'est une mesure et il se peut que tu ramènes le confinement ou déconfinement ou c'est quelque chose, voilà, elle va devenir new normal. Et justement, ma question, elle porte sur ça. J'ai envie de savoir, je te mets des choses, en fait, qui vont rester, post-corona de peut-être des bonnes pratiques, les que tu as mis au niveau de ton entreprise. Tout à l'heure, tu as parlé de réagir. J'ai retenu le mot ADA. Donc, tu as réagi. Tu as peut-être mis en place de nouveaux outils ou de nouvelles méthodes de travail et de dispositifs. Quelles sont les choses soit tu es sûr que tu vas les garder après corona, ou là, carrément, tu vas devoir réfléchir dessus? Ça, on l'a annoncé au tout début. J'ai dit à l'ensemble de mes collaborateurs, si le remote work, c'est quelque chose qui fonctionne et nous permet vraiment de fonctionner correctement, demain ou après-demain, si quelqu'un veut travailler de chez lui, peut travailler de chez lui, sans problème. Full time. Voilà. Ouais, full time, aucun souci. Donc, parce que encore une fois, le plus important, c'est la productivité et l'efficacité. Peu importe واش خدام من التواليت ولا ما خدام من باب داركم ولا خدام من le bureau, le plus important, c'est justement ce Maintenant, il faut être capable de quantifier justement cette productivité avant et après. Une des choses qu'on va probablement retenir, ça va être ça. Et du coup, c'est une bonne chose parce que ça nous permettrait aussi de pouvoir recruter des gens dans des villes où on n'est pas présent. Aujourd'hui, on est sur Marrakech, Casablanca et Rabat. Donc demain, rien ne m'empêche de recruter quelqu'un qui est à Agadir, qui est à Tanger. Donc voilà, donc on est clairement là, on est au cœur de la culture d'entreprise dont tu parlais au tout début. C'est que la culture d'entreprise, elle est en train de shifter et d'ailleurs c'est un petit peu... Elle doit shifter. C'est ça. Encore une fois, c'est pas un choix en fait. On est obligé d'être comme ça. Sinon, ça va pas. Et c'est marrant parce que là, la semaine dernière, on a reçu monsieur Marwan Hermesh qui nous disait la même chose, en fait. Il nous disait que le remote, c'est quelque chose qui va rester du post-corona. Donc moi, je suis vraiment heureux de voir de quelque part, les mentalités, les mindsets sont en train d'évoluer, ce qui est très bien. Et deuxièmement, parce que voilà, l'entrepreneur marocain est également quelqu'un qui peut s'adapter et qui va s'adapter par la force des choses, bien sûr. Mais voilà. Donc, le coronavirus est finalement un vrai accélérateur de digitalisation, au Maroc. Non, mais c'est encore heureux, hein. Donc si c'est dans ces circonstances-là, on n'arrive pas à s'adapter, c'est que voilà, Donc, je sais pas, est-ce que c'est, par exemple, durant cette période pour un entrepreneur, est-ce que c'est sortir et parler de ses problèmes durant la crise et ne pas cacher les faiblesses de son entreprise? Est-ce que c'est quelque chose lié, par exemple, Ziana a partagé avec ses, je sais pas, peut-être avec ses collaborateurs, ses salariés, même. Alors écoute, moi je vous dis une chose, je l'ai déjà dit. Nous au sein de Genius, on a annoncé une baisse de temps de travail et de salaire de 50% sur ce mois-ci et sur le mois prochain. OK? Pour 34 collaborateurs. OK? Est-ce que ça a été accepté avec des bras ouverts? Non. OK? Est-ce que les gens ont compris
l'importance justement de cette mesure, la réponse est oui. Donc aujourd'hui, ça fait depuis le début du mois, tout le monde est en full remote, ok. Tout le monde travaille à moitié, donc des lignes de shift. Donc il y a les qui خدموا le matin, qui les qui خدموا l'après-midi, qui les qui خدموا le matin, qui خدموا 2 jours et demi ou qui restent 2 jours et demi, mais on fait en sorte que les gens travaillent 50% de leur temps. Ok. Ils l'ont compris pour la simple raison que on pouvait faire comme si rien n'était, et continuer à verser nous, alors Genius, c'est une masse salariale de plus de 400 000 balles. Donc c'est pas rien en fait, c'est une masse salariale assez conséquente. Soit on fait comme si rien n'était et on continue en versant les salaires d'une façon normale, et à la fin on va se retrouver finalement incapable de payer nos salaires le mois d'après, ou là au bout de 2 mois. L'idée, ça c'est une et du coup j'ai parlé avec un autre ami entrepreneur qui a plus ou moins la même masse salariale que nous, et qui m'a dit qu'est-ce que tu fais? Il dit non, moi j'ai rien fait. Est-ce que tu as la capacité de pouvoir tenir plus longtemps? Il me dit non. Et donc c'est quoi la solution? Il me dit j'espère que tout ça va s'arranger d'ici le mois prochain. Il me l'a dit début du mois, et là avec le confinement encore une fois, 1 mois de plus, ça joue pas trop en sa faveur. Donc est-ce que moi actuellement j'ai envie de faire du gambling? La réponse est non. Ok. Il me dit ouais, mais moi si je fais ça, mes collaborateurs ils vont penser que à la moindre crise, l'entreprise s'affaiblit, etc. Oui, mais il faut que tu saches une chose, c'est qu'aujourd'hui, justement, elle dit que l'entreprise, elle est sur un chiffre d'affaires proche du zéro. C'est une entreprise qui a toutes ses charges avec 0 entrée d'argent. Ça ne peut pas durer, c'est pas une solution viable. Donc moi, aujourd'hui, si je prends cette mesure d'une façon assez précoce, c'est pour la simple et unique raison que j'ai envie de m'acheter un peu d'oxygène tant que c'est encore affordable. Quand je dis encore affordable, parce que ça, c'est une mesure que tu peux activer que pendant 2 mois pendant l'année. Après, si tu veux étendre, justement, là, ça va être... c'est possible, je dis pas que c'est pas possible, c'est possible, mais c'est d'autres considérations. Il faut la validation du gouverneur de la ville. Je comprends pas pourquoi, mais il faut la validation du gouverneur de la ville pour que tu puisses étendre justement cette mesure au-delà de 2 mois. Mais voilà, ça a été fait, ça a été accepté. Là, on est pratiquement à notre premier mois où on travaille comme ça, parce que il y a 2 choses. La charge de travail, elle a diminué. Les entrées d'argent ont considérablement diminué. Donc, si on reste en mode comme si rien n'était, on n'allait pas pouvoir s'en sortir. Dans 2 mois, on sera incapable d'activer justement cette mesure pour passer les gens à 50% de salaire. Donc ça, c'est une question, c'est stratégique, purement stratégique. Clairement, si on avait suffisamment de trésorerie, parce que là, ce qui marche, c'est cash is king. Oui. Si on avait suffisamment de trésorerie pour tenir plus longtemps, et pour Ada, on n'aurait pas activé cette mesure, ou là peut-être on l'aurait laissé vraiment en dernier recours, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a pratiquement un peu plus de 15% de notre chiffre d'affaires à l'extérieur. Donc, quand je dis à l'extérieur, c'est du recouvrement qui doit se faire. C'est du recouvrement qui ne va pas se faire pour la simple raison que avec le client en temps normal, il te fait poireauter pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 2 ans pour que tu sois payé. C'est pas en temps de crise où lui aussi il est en crise. Donc après, nous on a essayé, on n'a rien reporté. Tous nos fournisseurs on les paye. On n'a rien reporté, ni CNSS, rien. On reste. Pourquoi? Parce que ceux qui vont choisir de tout reporter
واحد الوقيته tu reportes pour une date ultérieure. C'est-à-dire que la date ultérieure, tout va tomber sur toi. Voilà. Et du coup, tu ne règles pas forcément le problème, tu ne fais que l'aggraver quelque part. Que le translater. Voilà. Exactement. Donc après, il y en a que ceux qui n'ont pas le choix. Mais ceux qui ont le choix, moi encore une fois, j'ai des charges, on n'est même pas obligé de payer, mais il n'y a pas d'urgence de les payer, et on a fait en sorte de tout payer parce que c'est un écosystème. S'il y a une chaîne, s'il y a un seul maillon de la chaîne justement qui est défectueux, quand je dis défectueux, c'est que lui il n'arrive pas à payer l'autre, ben finalement tout va mourir. Et il ne faut surtout pas tomber justement dans ce cas de figure, parce que c'est un business, c'est un écosystème. Il y a un client, il y a un fournisseur, il y a un revendeur, et du coup chacun dépend de l'autre. Si il décide d'arrêter de payer, ben finalement toute l'autre chaîne va être impactée. Oui. Non, mais ce que j'aime bien en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est que plus on discute, plus on se rend compte qu'il y a plein de choix stratégiques que tu as fait et qui démontrent justement le leadership, et voilà comment tu as pris les devants et comment tu as une certaine lecture des événements. Peut-être elle n'est pas partagée, parce que le dernier point il est assez marquant, parce que il y a non, c'est une opportunité formidable, on va tout décaler, c'est bon, on a le droit de reporter, on va reporter. Et ça, tu me dis non, en fait moi je prends pas la décision parce que elle peut constituer un vrai facteur de risque plus tard, quand du coup couche il va s'accumuler, ou exact. Voilà exact. Le choix de baisser les salaires, etc. Ça a été concerté, on a discuté, et je vous dis pour l'anecdote, un mois plus tôt, au tout début de la crise, on avait fait un call, c'était le mois dernier, on avait fait un call avec l'équipe, et j'ai dit, les gars, aujourd'hui, qui parmi vous serait d'accord de réduire son salaire pour justement contrer cette aide. OK? Et sur une trentaine de personnes, il y en avait 2 qui avaient dit non, pour moi c'est pas possible. Sur une trentaine de personnes, 2. Donc c'est ce qui fait, c'est vraiment un faible pourcentage. Là où il faut également préciser, je me permets simplement, mais toi tu leur demandes de baisser leur salaire et aussi le temps de travail. C'est-à-dire baisser le salaire au salarié. Ça c'est une disposition de la loi, de l'article 185. On est dans cet article-là. C'est un événement qui a fait que justement l'activité, et encore une fois, tout ce qu'on a fait, c'est d'une façon très légale, avec la présence des délégués du personnel, en notifiant c'est l'inspecteur de travail. Donc on a fait les choses dans la règle de l'art, correctement, etc. Mais je te et du coup on a le point de qui les gens, ouais, nous on est capable de réduire de 15% notre salaire. Et à la fin, j'ai dit, bon, écoutez, les gars, c'est gentil. C'était juste pour avoir une idée à la Chenouada, mais on ne va rien baisser. De toute façon, le mois de mars a été payé comme il faut, sans problème. Et à la fin de l'appel, je reçois un appel de ma responsable administrative, et c'est elle qui me dit, Hamza, pourquoi tu n'as pas fait ça? Hamza, si on reste comme ça, alors on va droit dans le mur. Et moi, au fond de moi, j'étais contre cette idée-là, parce que, encore une fois, je sais que ça allait impacter un certain nombre de personnes, que ça soit 10% ou 15%, là, pire encore de 50%, mais a-t-on le choix? Est-ce que c'est un luxe qu'on se fait pour? Non, loin de là. On a parlé de dividendes. Je peux vous dire que les dividendes, qui étaient quand même assez conséquentes, j'ai renoncé à mes dividendes pour mettre ça comme trésorerie pour qu'on puisse dépasser justement cette crise. OK? Donc moi, de mon côté, je sais que je fais des sacrifices. OK? Quelqu'un de l'équipe, il dit, ouais, moi je refuse de faire ces sacrifices-là. Ouais, donc mais fuck you, ouais. Je suis désolé de dire ça comme ça. Mais voilà, il faut arrêter d'être égoïste. Je réfléchis. Si je voulais être égoïste, bah, il y a pas de problème. Je pouvais être égoïste et en mode, je fais ce que j'ai envie de faire. Moi, non, personne ne touche à mes dividendes. Alors que non,
je suis pas dans cette posture. Je suis dans une posture d'elle, quelqu'un qui veut sauver sa boîte et qui veut sauver la boîte de tout le monde, de tous ceux qui travaillent. C'est ça. Donc en fait, c'est la survie. Il en va de la survie de l'entreprise. Exact. Je dis à la fin du chemin, c'est l'état d'esprit qui compte. Les crises peuvent parfois constituer le moment pour faire sortir en chacun l'entrepreneur qui est en lui. Et aussi, voilà, c'est une belle preuve comment on responsabilise les salariés pour qu'ils comprennent ils sont pas simplement des salariés, mais ils font partie de cette entreprise et leur histoire, en fait, elle est liée quelque part à cette entreprise. C'est le cas, je peux vous dire que, au jour d'aujourd'hui, tout le monde a compris la chose, tout le monde il fait pas ça, ou tout loin de là. Tout le monde, au bout d'un moment, a salué cette initiative parce que, bon, clairement, encore une fois, tout le monde est en train de batailler pour que justement, parce que si chacun veut faire à sa tête, bah, on n'aura même plus d'entreprise à entretenir demain ou après-demain. Donc, voilà, c'est notre devoir que chacun donne de lui, et de Ada pour qu'on puisse, surmonter cette épreuve. Alors moi, je veux parler d'une autre initiative, les Derchoa, bien sûr, l'action solidaire de la récolte de dons, et aussi la livraison des repas aux hôpitaux de Casa et Marrakech. Alors, ça nous a permis de récolter, disons 300 000 dirhams jusqu'à aujourd'hui. Ok. 300 000 dirhams. On a livré plus de 6 000 repas à ce jour. C'est énorme. C'est génial. Bravo. Entre Marrakech et Casa. Depuis qu'on a commencé notre call, j'ai reçu un don de 120 dirhams par virement, fait virement de 3 repas. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire un don, ils finissent de les informations. Alors, c'est fod.ma/covid19. fod.ma/covid19. Ok. Ouais, donc c'est une page où on explique notre initiative et surtout ça permet aux gens de prendre en charge un certain nombre de dons. De repas. Il faut savoir que nous on est une SARL, on n'a pas le droit de toucher des dons. Donc tout ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est un chiffre d'affaires qu'on réalise et c'est des ventes qu'on fait. Mm-hmm. Les gens qui prennent en charge son repas, ben ils achètent son repas et nous on les livre aux hôpitaux en fait. Ouais. Donc ça a été c'est quelque part déguisé en hada, mais c'est ce qui nous a permis de faire ça en toute légalité, etc. Parce que la toute dernière chose que j'ai envie d'avoir, c'est je sais pas, le fisc ou je ne sais quelle autorité qui va me dire que tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Je vois. Sinon, alors il faut savoir une chose, c'est une action que je n'ai pas, oui, j'ai lancé la toute première chose, mais la toute première chose, je l'ai fait à titre personnel et je l'ai fait sans communication, sans rien. Ça a été fait bini ou bin rasé ou bini ou bin hadouk nas qui ont reçu les plats, ok. Ce qu'il faut savoir, ce qui s'est passé, c'est que les gens, il y a un des médecins qui avait reçu les repas sur Casablanca, le premier, parce que moi je l'ai fait une seule fois sur Marrakech et une seule fois sur Casa, pour la simple raison que j'ai pas suffisamment de moyens effectivement pour faire ça tous les jours, hein, donc appelons les choses comme ça. Et quelqu'un justement qui avait vu le tweet la personne, le médecin qui avait fait ça, et il est rentré en contact avec moi et il a voulu contribuer aussi à sa manière et elle m'avait envoyé $500 sur PayPal. La classe, le FOD, donc c'est un restaurant où on fait de la livraison, donc on accepte tout type de paiement, carte de crédit, PayPal, etc. Donc c'était, elle avait fait justement avec les $500, c'était un dimanche à 9h du matin. Et j'avais retweeté justement avec le tweet fait par le médecin qui m'était destiné pour me remercier pour les repas, et j'ai dit comme quoi c'était suite à ce tweet là j'ai reçu une contribution de $500 d'une personne. Ok, et je peux vous dire que entre avec le moment à 9h du matin et le soir à 9h du soir, on a reçu pas moins de 110 000 dirhams de contribution.
C'est génial. En 12 heures. Ben nous, en tout cas, on va inclure le lien la description du podcast où voilà, on appelle tout le monde à soutenir l'initiative parce que franchement, nous voilà, ça nous fait vraiment plaisir de voir où elle est que voilà, il y a des entrepreneurs qui prennent le temps aussi de penser aux autres et deuxième chose, c'est qu'il y a des gens également, ils sont sensibles à ce genre d'initiative. Donc moi, j'ai juste à te dire bravo. Merci beaucoup. En tout cas, il y a eu des pas mal de clashs. Hein, faut rappeler ça. Il faut dire ça comme ça. Au niveau des réseaux sociaux, notamment Twitter. Mais je n'en veux pas à Twitter pour la simple raison que cette action-là a démarré de Twitter. Et donc, il faut de tout pour faire un monde. Il y en a ceux qui vont te soutenir. Il y en aura d'autres qui vont tout faire pour te critiquer, te casser. Et il faut surtout pas se laisser faire et continuer à croire parce que moi quand je fais cette action là, elle a été faite vraiment de la façon la plus naturelle et noble possible. Donc au point où la personne qui avait reçu les repas sur Marrakech, que je connais, la personne de Casablanca, je la connaissais pas, celle de Marrakech, elle m'a appelé, elle m'a dit Hamza, est-ce que tu veux que je communique dessus? J'ai dit non, surtout pas. L'idée, c'était pas de faire de la publicité, l'idéal. Maintenant, et tiens, pour l'anecdote, parce que j'ai petit pour l'anecdote, la personne qui avait envoyé les $500, la toute première personne qui avait envoyé $500, je lui ai dit, et j'ai encore les audios et la discussion avec elle sur WhatsApp, elle me dit voilà, elle a envoyé $500. Je lui ai dit écoute, je vais matcher les $500 aussi à mon niveau. Comme ça, on ne gagne absolument rien. Comme ça, tout va dans le financement des repas. Et elle m'a dit surtout pas. Tu as un restaurant, tu as des charges à payer, tu as des salariés à payer. Donc non, fais en sorte pour que ton truc il continue à fonctionner et que tu puisses aider. Et heureusement que j'ai suivi son conseil et du coup je l'ai automatiquement appliqué pour tout le reste et j'ai fait en sorte que aujourd'hui on livre des repas qui coûtent 40 dirhams. En réalité, c'est des repas qui coûtent 50 dirhams, 55, 60 dirhams. Donc on a fait en sorte que ça soit fait à un prix unique de 40 dirhams. Il y a une partie qui va dans ce qu'on appelle du food cost, donc les coûts matières, et l'autre partie c'est nos coûts de fonctionnement, une partie de nos coûts de fonctionnement. Parce que si pour être juste pour rentrer dans nos frais, pour qu'on fasse du break-even, il faut qu'on soit sur une livraison de 350 repas tous les jours à 40 dirhams, juste pour qu'on rentre dans nos frais. Donc, moi, l'idée, c'était pas de s'enrichir, c'est vraiment de maintenir la chose. Voilà. On te félicite, toi et les équipes qui font ça, ou c'est une très très belle initiative. Malheureusement, on arrive à la fin de l'épisode. J'ai deux petites questions, on va dire un petit peu personnelles. Comme ça, on va changer un petit peu de cette ambiance-là d'entrepreneuriat. Premièrement, est-ce qu'il y a un domaine particulier que tu as progressé depuis le début du confinement? À titre personnel, est-ce qu'il y a un truc اللي ما كنتيش كديرو ولا كديرو ولا تعلمتي un nouveau skill؟ لا كنت كنديرو وليت واعر فيه. شنو هو؟ بابجي موبايل. البارح درت واحد 18 كيل نهاريا. Ah, c'est énorme. Okay. Donc, gaming. Deuxième question, et là, en fait, c'est pour les gens qui nous écoutent. Si quelqu'un veut contacter Hamza Aboulfath, quel est le meilleur moyen pour le faire? LinkedIn, Twitter, mais j'ai pas de Facebook, mais voilà, LinkedIn, Twitter, Instagram. Je suis très, très réactif. Les cadres معايا كنجاوبوا. Donc, voilà. Super. D'accord, bah déjà voilà, voilà, Marwan, je pense il confirme ça. J'approuve. Ouais, j'approuve. Si Hamza, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci Hamza. On te souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah, tout ce que tu entreprendras, que ça soit au niveau de tes deux entreprises. Et voilà, et on espère bien sûr, Inch'Allah, échanger bientôt, peut-être post-confinement, sur peut-être les mesures qui vont être prises de manière peut-être beaucoup plus définitive qu'aujourd'hui. Inch'Allah. Merci beaucoup Marwan d'être là toujours, fidèle au poste. Je t'en prie. Merci à vous et merci beaucoup Hamza pour
pour le partage اللي درتي معنا, ton retour d'expérience durant la crise, et j'espère qu'on va se retrouver كيف ما قال أنس après coronavirus وعاوتاني نتكلموا على حوايج importantes. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci à tous et à très vite, Inch'Allah. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao.